Merci, doyen. Voilà. Voilà. Petite quête, petite quête. Bonjour, monsieur Foubola. Je suis monsieur Eman Janvion, habitant du TK8 2 écoles. Alors, votre présence ici aujourd'hui, ici et maintenant, nous fait énormément plaisir. Et notre plaisir est autant plus grand que nous lisons dans vos actions que vous avez posées pour le PK, pour le 3e arrondissement. Vous avez cité par exemple la construction de la maison des chefs de quartier, la réhabilitation des écoles à Kengele, les plateformes informatiques. Vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir. Mais on remarque aussi que, en ce qui concerne le bilan, vraiment le bilan, vous venez faire le bilan aussi un peu pendant la campagne. Parce qu'on ne vous a pas vu, monsieur Fumola, on ne vous a pas vu pendant les 2 ans de la transition. Sincèrement, on ne vous a pas vu ici, au PK8 2 écoles. Donc, en tout cas, quand cela nous tienne, nous voulons aussi vous demander, est-ce que vraiment, celui qui vous a mis nommé député de la transition, est-ce qu'il avait besoin de créer un parti politique pour solliciter les suffrages des populations pour avoir la majorité à l'Assemblée? Vous avez entendu que ce n'est pas le parti qui l'a mis au pouvoir, ce sont les associations. On vous sécrète parce que vous êtes membre de la société civile. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de créer un parti politique pour nous solliciter les suffrages? Pour la question. Et merci aussi pour les encouragements. Non, moi j'ai un gros défaut. Comme je l'ai dit, je suis quelqu'un de très silencieux. Je suis quelqu'un de très discret. Vous avez vu qu'il a fallu que lui me rappelle que j'ai déjà envoyé ici des cadeaux, souvent pour les meilleurs élèves. Si je le fais toujours dans la discrétion. Je ne suis pas de nature, je viens faire quelque chose et puis bon, les caméras viennent filmer. Beaucoup de ceux que je vous ai cités, les gens ont découvert ça là, c'est à la fin de la transition. Les gens étaient même surpris. Et donc pendant tout ce temps-là, quand tu faisais tout ça, je dis mais bon, je ne le fais pas pour tirer une gloire de ça. Et même là, si je communique dessus, c'est à cause de tous mes collaborateurs. Tu as dit, ne tu pas là en campagne. Même si tu dis que tu vas être discret, tu as fait tout ça et puis les gens ne savent pas que tu as fait ça. Là, nous sommes en campagne. Il faut dire aux gens ce que tu as fait. Je dis, bon, moi, j'aime pas parler des actions sociales. Je préfère plus qu'on me connaisse pour mon combat civique. C'est ce que j'aime mettre en avant, mes combats, les requêtes. Mais bon, les actions sociales, ça me gêne un peu d'en parler. Peut-être que c'est une déformation pour moi, ma compréhension de la chrétienté. La main gauche qui donne, la main droite n'est pas obligée de savoir. C'est un peu dans cet état d'esprit que je suis. Et c'est peut-être pourquoi vous n'avez pas l'impression. Vous m'avez toujours vu ici, mais j'ai déjà été ici. Peut-être pas de façon personnelle, comme je n'ai pas été personnellement à beaucoup d'endroits où on accompagne. Mais physiquement, à travers mes collaborateurs, je suis toujours présent. Monsieur le candidat, nous nous félicitons pour votre mandature de 20 mois. Maintenant, vous allez qualifier maintenant votre assemblée. Vous êtes nommé à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut maintenant le qualifier aux urnes. Et on doit te montrer que nous t'aimons dans les urnes. Maintenant, chers habitants, vous savez, Fumbola, votez-le, c'est un bon député. Si vous avez ce temps comme député, rien ne va manquer aux 2 écoles. Même un coup de fil, maman, je vais voir le député. Est-ce que tu veux pas avoir audience? Tu t'appelles, honorable. Il y a un tel habitant qui veut vous voir, il va vous recevoir. Parce qu'il n'est pas comme tous les autres. Moi, j'ai confiance en lui. Aujourd'hui, en réalité, si je demande à être parlementaire, c'est pas tant parce que je veux être là, mais parce qu'il y a une réalité derrière. C'est l'immunité parlementaire que je recherche. C'est en fait ça. Parce que
Sans cette immunité parlementaire, cette protection, il me serait difficile de mener des actions fortes contre certaines personnes ou personnalités qui vous impactent vous. Sans immunité parlementaire, je ne peux pas, par exemple, attaquer un membre du gouvernement, je dis n'importe quoi, qui s'est montré auteur d'un détournement. Et l'autre chose aussi, pourquoi devenir député? Parce qu'en réalité, c'est là-bas où les décisions se prennent. Et ça, je l'ai compris pendant mon passage là-bas. La loi sur les personnes vivant avec un handicap qui a été prise. Mais on vous dit, ça fait près de 30 ans que les personnes vivant avec un handicap voulaient une nouvelle loi. Mais la plupart des personnes vers lesquelles, les députés vers lesquels ces personnes partaient, c'était des politiciens qui ne comprenaient rien et qui ne trouvaient aucun intérêt à donner une nouvelle loi aux personnes vivant avec un handicap. Il a fallu qu'un acteur de la société civile comme moi arrive, que les personnes vivant avec un handicap se rapprochent de moi pour qu'on travaille et qu'on arrive à adopter cette loi. La loi en vigueur avait 18 articles. Celle que j'ai proposée, qui est adoptée, a 68 articles. Et ça prend en compte toutes les formes des handicaps. L'albinisme, pour ceux qui souffrent des albinos, les nanismes, ainsi de suite. Mais si je n'étais pas là-bas député, cette loi-là ne serait pas passée. Même pour les chefs de quartier, parce que c'est défini le statut des chefs de quartier, du chef de canton. Et pour que ce statut-là puisse prospérer, il faut bel et bien qu'il y a quelqu'un là-bas pour soutenir, pour dire c'est important qu'on change le statut des chefs de quartier. C'est important s'il n'y a personne là-bas pour le faire. Ici, ce sont les politiciens. Les politiciens vont dire quoi? Non, on va changer de statut, ça va coûter cher à l'État. C'est ça le politicien. L'acteur de la société civile va dire non. Rien ne peut coûter cher à l'État quand il s'agit de la restauration de la dignité des auxiliaires qu'ils sont. On voit que l'acteur de la société civile et le politicien ont des compréhensions différentes. Vous savez, le président de la République, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle le régime présidentiel, où le président de la République est aussi en quelque sorte est le chef du gouvernement, donc le Premier ministre. Il n'a pas besoin de majorité au Parlement. Pourquoi? Si avant il avait besoin d'une majorité, parce qu'on était dans un régime mixte, où le président était à part, le Premier ministre était à part. Mais le Premier ministre sortait majoritairement des rangs de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'était pour éviter que l'Assemblée nationale ne vote une loi de censure ou n'accorde pas la confiance au Premier ministre. Un peu, vous voyez ce qui se passe en France. Vous avez vu qu'en France, on ne fait que changer le Premier ministre après que le Parlement n'ait pas donné la confiance ou bien à voter la censure. C'est en ce sens-là qu'un président avait besoin d'avoir une majorité pour que son Premier ministre ne tombe pas. Mais dans le régime présidentiel, il est le président, il est aussi le Premier ministre. Il n'a plus besoin de majorité parce qu'il n'y a aucune disposition dans tous les régimes présidentiels du monde où le Parlement peut faire tomber un chef d'État, en dehors de la haute trahison. Donc c'est un faux discours. Moi je pense que la meilleure façon de s'assurer que le président va réaliser le projet pour lequel on l'a élu, c'est d'avoir des députés citoyens qui peuvent lui dire que non, monsieur le président, quand on a fait campagne sur ce projet, voilà la direction que ce projet-là donnait. Et là on constate que nous sommes en train de dévier de cette direction, c'est pas bon. C'est ce rôle que l'on veut jouer. Les politiciens qui ont couru, eux ils disent leur rôle c'est comme ils ont fait avec Ali, comme ils ont fait avec Omar. Si le président va à gauche alors que la route est à droite, ils vont vous dire non c'est bon, non monsieur le président, allez-y, allez-y. Et quand le président va échouer, ils vont faire comme ils ont fait avec Ali. Oh, on ne sait pas, ça c'est Ali, Ali ne consultait personne, Ali est devenu l'orphelin, il est devenu celui qui était à l'origine de tous les problèmes. Eux, ils n'ont jamais rien fait. Tout c'est Ali. Je voudrais, vous avez souligné un problème toujours au niveau de la CNSS. Il m'était arrivé de travailler et de me retrouver encore au chômage, mais avec un numéro cotisant. Je me rends à la CNSS pour continuer à cotiser. Mais on m'a dit à la CNSS d'apporter un certificat de travail. Moi, je suis au chômage.
je voudrais continuer à cotiser. Mais je me retrouve dans l'impossibilité de le faire. Parce que je n'ai pas d'emploi. À quel niveau vous pouvez juste éclairer qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau? Vous avez déjà un numéro cotisant. Mais la loi telle qu'elle existe ne reconnaît malheureusement l'actif que par le fait de produire une attestation de travail, parce que ce sont les travailleurs qui sont habilités à cotiser. Or, dans notre projet par exemple, on se propose d'apporter des réformes au niveau des métiers. Je m'explique. Vous voyez, on a deux grands dispositifs en réalité au Gabon. On a l'ANPI qui en réalité gère tout ce qui est société et autres. Et vous savez que c'est au sein de cette société qu'on peut délivrer des attestations d'emploi pour permettre aux personnes au sein de cette société d'aller cotiser. Mais on a aussi un organe qu'on ignore, qu'on ne valorise pas, qu'on appelle la Chambre des métiers et de l'artisanat. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La Chambre des métiers de l'artisanat est censée s'occuper des petits métiers, des activités génératrices de revenus. En délivrant à ceux qui mènent des activités de commerce et autres une carte. Cette carte avec un numéro cotisant et un niveau PNAM-GS, toujours pour la cotisation et la couverture santé. Donc vous voyez que si vous êtes détenteur d'une carte de commerçant et que vous avez un numéro cotisant CNSS, vous pouvez, en tant que commerçant, aller contribuer à votre retraite. C'est ce que je disais en introduction, en disant qu'il faut permettre aux commerçants également de cotiser. Maintenant, quel est le lien que j'ai envie de faire? Vous êtes au secteur privé, comme vous avez travaillé, vous avez cotisé, vous avez déjà un numéro cotisant. Mais pour vous permettre, dans le cadre de ces réformes, de continuer à cotiser, vous pouvez développer une activité génératrice de revenus. Ce qui fait que quand on vous délivre cette carte-là, c'est juste votre numéro cotisant qu'on met dessus. Et ainsi, vous continuez en tant que vous-même entrepreneur à cotiser. Mais tant qu'on n'a pas créé ce dispositif-là, malheureusement, il vous serait difficile de continuer à cotiser parce qu'il n'y a pas de passerelle. C'est pourquoi la bagarre que l'on mène et qu'on va mener est justement ça de restructurer la chambre des métiers. Les gens ne comprennent même pas quelle est la force de cet instrument. On la néglige, elle est créée par la loi. Moi j'ai travaillé en ce temps, je pense que c'était Biendi qui était ministre des PME de l'artisanat. Et on avait travaillé, c'était la présidente de la chambre des métiers de Côte d'Ivoire qui était arrivée, puisqu'ils ont une chambre de métiers de l'artisanat là-bas, et ainsi de suite. Là, j'étais encore dans la société civile, voilà l'entrepreneuriat. Et là, on était dans les années 2017, je pense, quelque chose comme ça. C'est l'homme a créé, l'instrument est là, mais c'est comme si les gens ne comprennent même pas pourquoi on a créé cet instrument. La chambre de métier, c'est pas juste pour organiser les journées d'artisanat, où on vient exposer sous la tente. Il faut introduire des réformes. Et ce sont ces réformes-là que nous souhaitons justement introduire pour que la maman qui vend les gâteaux, la maman qui a son étal au marché, ait sa carte et qu'elle cotise. C'est un travail. Moi, je vous appelle déjà honorable. Oui, je suis M. Bomboué, habitant du PKW. J'ai soif. Soif pourquoi? Parce que la fois passée, je vous avais posé une question par rapport à la loi. Par rapport à la loi, je vous avais posé une question. Voilà pourquoi j'ai dit j'ai soif. Lorsque je suis le président de la République, dans son premier discours, il disait que les retraités souffraient. Mais quand on est en train de regarder la configuration des choses, les meilleurs retraités sont à peu près fonctionnaires, alors que le secteur privé reste un peu à marge. Alors, maintenant, le SMIC au Gabon est à 150 000. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, un retraité de la CNSS est payé à moins du SMIC, alors qu'on dit que le SMIC est à 150 000? Voilà pourquoi je vous parlais de la loi. Est-ce que la loi, on peut la modifier ou vraiment on peut la maintenir constamment? Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai soif par rapport à la loi. On va essayer d'apporter l'eau. Merci. Oui, on peut réformer. Et c'est pourquoi dans notre projet de société, on va dire notre programme parlementaire, on parle de la réforme de la CNSS. Et là-dedans, on a également la modification du Code du travail pour une valorisation de la main-d'œuvre non permanente. Comme on l'a dit, il est inconcevable
que des personnes qui occupent quasiment les mêmes fonctions, qui ont la même activité que des fonctionnaires, il puisse avoir un écart aussi criard en matière de traitement. Illustration, parce que j'avais reçu la Fédération de la main-d'œuvre non permanente au bureau à l'Assemblée. Une personne est secrétaire dans une direction. Elle est peut-être payée, je dis n'importe quoi, 150 000. L'autre est fonctionnaire, fait le même travail, peut-être payé à 400 000, 500 000. Les deux font le même travail. Ils sont rémunérés de façon différente, au motif que l'un a un statut de fonctionnaire et l'autre a un statut de main-d'œuvre non permanente. Là n'est pas le problème, on peut comprendre. Mais la main-d'œuvre non permanente ne peut pas devenir la norme. Quand on constate que dans le même ministère, par exemple, on recrute des gens sans titulariser ceux de la main-d'œuvre non permanente qui finissent à la retraite. C'est pour cela que la réforme qu'on a envie d'introduire au niveau justement du Code du travail, c'est de faire en sorte, parce que c'est le Code du travail, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans les administrations publiques, main-d'œuvre non permanente, au bout d'une période, puissent être directement déversés dans la fonction publique. Il ne faut plus que le statut de la main-d'œuvre non permanente demeure un statut permanent quand il y a des opportunités d'emploi et de titularisation dans ces administrations. Si on a commencé à titulariser, autant pour moi j'arrive. Donc vous voyez que même nous autres là qui parlons tout le temps, la langue aussi peut tourner. Donc, quand on a envie d'arriver à ce niveau-là, il faut bel et bien qu'on établisse des passerelles. On ne peut pas rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, main-d'œuvre non permanente. J'ai dit, il y a un problème. Et pendant ces 10 ans, 30 ans, on ne fait que, allez, on titularise, on accorde des postes budgétaires. C'est pas possible. C'est une injustice. Quartier, ce n'est pas que le chef de quartier, c'est le point focal dans nos quartiers. Moi, quand je serai député, toutes les informations, c'est par le chef de quartier. C'est pourquoi il faut avoir des chefferies de quartier, où chaque citoyen peut venir. Ah, mais quelle est la dernière loi que l'honorable a déposée qu'ils ont voté à l'Assemblée? Tu viens, tu regardes. C'est ce modèle-là que j'ai en fait envie de donner dans nos quartiers. Quelle est la dernière réforme? Est-ce qu'il y a... En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Il faut qu'on décentralise l'administration pour que le citoyen n'ait plus forcément besoin d'aller en ville chercher l'information. Il sait qu'à la chefferie de quartier, je peux avoir toutes les informations qui sont prises à l'Assemblée, prises au gouvernement. C'est ce qu'on a envie de faire de nos chefferies. Et c'est pourquoi on a envie de prendre le contrôle de la mairie du 3e arrondissement et le contrôle de la mairie de Libreville. Parce que pour mettre en place ça, c'est simple. On s'accorde avec les opérateurs économiques. On dit, il y a des réductions sur certaines taxes municipales au bout d'une période. En contrepartie, vous nous construisez des mini-chefferies des quartiers. Donc, ce sont des ententes. On appelle ça des PPP, des contrats publics-privés, des partenariats publics-privés. Il faut que dans tous les quartiers, il y ait une chefferie. Bon, c'est important. Et moi, j'y tiens énormément. Si dans les autres quartiers, on choisit d'autres élus, mais là où nous, si on est élus au niveau du 3e arrondissement, parce qu'on a commencé à le faire, nos chefferies, c'est clair. On fera de notre arrondissement quelque chose de particulier pour que les autres voient et se rendent compte qu'on a fait une erreur en votant pour d'autres candidats parce que c'est ce qui se fait au 3e. On aurait aussi pu le faire. Moi, les gens m'interpellent dans d'autres arrondissements. Oui, mais vous avez commencé à réflexionner les écoles, ainsi de suite, à construire ça l'informatique. Mais c'est dans mon arrondissement.
vous aussi choisissez dans vos arrondissements des personnes qui peuvent faire la même chose. Moi, je ne peux pas venir construire, je me sacrifie avec mon salaire dans tout le Gabon, non. Je commence d'abord à ranger chez moi parce que mon rêve, c'est de faire en sorte que chez moi, ça soit vivable, que ça soit apprécié de tout le monde. Non, si vous ne savez pas choisir vos gens, ça c'est vous. Mais chez moi, dans notre arrondissement, les choses seront différentes. Mais c'est ça, l'arrimage, c'est ce qu'on disait. Là, vous étiez où? Du privé? L'arrimage au niveau du privé, c'est ça le vrai problème. C'est ça que j'expliquais tout à l'heure. Mesdames et messieurs, votre fils, le fils du 3e arrondissement. De toute l'histoire du Gabon, issue de la société civile au nom d'un parti politique. Vous allez peut-être me dire, mais on t'a vu, tu menais des grands combats. Mais est-ce que tu es obligé d'aller à l'Assemblée là-bas? On t'a vu mener des combats pour la Covid. En 2016-2017, quand le gouvernement avait décidé d'augmenter les droits universitaires de 9 000 à 35 000 au premier cycle, 50 000 au second cycle, 75 000 au troisième cycle, le cycle doctorat, je m'étais fortement opposé. C'était ma première requête à la Cour constitutionnelle. Parce que j'étais allé poser la question, à l'époque, le ministre Mapangou, qui était ministre de l'enseignement supérieur, comment se fait-il que vous, en votre temps, vous avez payé 9 000 pour l'inscription à l'université? Et aujourd'hui, devenu ce que vous êtes, grâce à ces 9 000, vous imposez que les enfants payent 35 000, 50 000, 75 000. Comment c'est possible? Et c'est ce qui m'a poussé à déposer une requête à la Cour. Et quand je suis arrivé, on me disait, oh, mais toi, vous m'avez un petit comme ça, tu amènes le ministre à la Cour. Je dis, mais c'est la loi. Je ne fais qu'appliquer. Je n'ai pas insulté, j'aurais pu l'insulter.